L'être est aussi cette vie jaillissante, cette acceptation ou ce refus d'un don qui, gratuitement offert, engage à fond la responsabilité des êtres spirituels. Maurice Blondel, 1851-1949. Cette phrase de Maurice Blondel est incroyablement riche dans la mesure où elle fait appel à une notion qui me paraît cruciale dans la vie, c'est la responsabilité, et une seconde notion qui est la liaison entre le bonheur et le don. Avec ce point crucial qui est que la liaison entre le bonheur et le don touche à la reconnaissance, qui est le premier besoin des humains. Et donc, je dirais que dans cette phrase, il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce qui me paraît important dans la vie. C'est premièrement reconnaître que le premier besoin de tous les humains, qui sont des êtres spirituels, est d'être reconnus en tant que tels, et reconnus en tant que personne ayant un corps et une âme. Première chose. Deuxième chose, ce qui rend heureux les humains, c'est le don. Et troisième chose, pour qu'ils soient considérés comme redevables du don qu'ils ont fait, il faut les mettre en situation de responsabilité. Et on trouve cette difficulté de notre société contemporaine dans laquelle, à force d'assister les personnes, à force de ne plus les rendre responsables, à force de leur faire perdre toute autonomie et toute faculté de don gratuit, ils perdent leur dignité, et en perdant leur dignité, ils perdent tout sentiment de reconnaissance et ils ont le sentiment d'être abandonnés. On pourrait relier cela à des mouvements type Gilets jaunes, etc. Mais je crois que je m'arrêterai là parce que je pourrais être trop long. Augustin de Romanet, bonjour. Bonjour. Merci bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Je dois vous présenter, mais sous un jour un peu étonnant. Vous êtes le petit-fils d'un sylviculteur du Perche. Vous avez grandi à l'ombre de ces chênes en futaie pluricentenaires. Et je vous annonce ça parce que j'aimerais bien qu'on parle ensemble de la psychogénéalogie avec vous, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Vous avez quitté il y a exactement un an la direction d'ADP, entreprise détenue à plus de 50% par l'État et qui emploie 30 000 personnes, qui fait circuler 330 millions de voyageurs chaque année, Orly, Roissy et beaucoup d'autres aéroports. Vous y êtes resté 12 ans. Avant cela, vous aviez effectué un passage de 5 ans à la Caisse des dépôts et consignations. Et je ne résume pas à toute vitesse, à grande chevauchée, votre itinéraire professionnel absolument remarquable. Et vous avez été au service de l'État de longues années. En commençant, vous vous êtes mis au service de 7 ministres successifs, dont de nombreux sont à Bercy, étaient à Bercy. Jean-Louis Borloo aux affaires sociales. Vous êtes devenu secrétaire général adjoint à l'Élysée. Entre les deux, vous avez aussi été au cabinet de Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes un haut fonctionnaire, c'est une vocation. Et vous êtes sorti de l'ENA en 86 et vous êtes aussi passé par le privé, Crédit Agricole et Odo, dans la finance. Vous avez 3 enfants et vous êtes déjà grand-père. Ça ne se voit pas. En 3 phrases, est-ce que vous pourriez décrire ce que vous inspirait, cette forêt limitrophe de votre maison dans la toute petite enfance? La majesté, l'enracinement et le mystère. La majesté parce que cette forêt de Bellême a été... c'est l'héritière des forêts du Moyen-Âge. Le perche, c'est Sylvia perticus, c'est-à-dire c'est la forêt... La perche, c'est en fait l'arbre. On pense que l'origine du mot perche, c'est l'arbre. Et donc, c'était une forêt que les moines ont défrichée vers 8 ou 900. Mais avant 8 ou 900, ça n'était que de la forêt. Et puis, avec Colbert, on a réformé l'organisation des forêts pour avoir des arbres qui soient bien droits, pour faire des mâts de navires. Et la forêt de Bellême a été une des forêts qui a été l'objet des expérimentations qui ont suivi l'ordonnance sur les bois et forêts de Colbert. Et donc c'est une forêt exemplaire puisqu'il y a des futaies remarquablement organisées pour avoir des arbres qui soient bien droits et qui produisent du bois utile pour construire des navires. Le mystère ? Le mystère, c'est que cette forêt de Bellême est un peu au milieu de nulle part. Et donc quand vous vous promenez à l'intérieur de cette forêt, vous croisez rarement des personnes. Et donc, vous êtes invité à vous demander s'il n'y a pas des lutins, s'il n'y a pas des esprits particuliers qui s'agitent derrière, finalement, les ombres. Parce qu'une forêt touffue,
c'est une forêt qui donne à la lumière un mouvement perpétuel. Le soleil passe entre les arbres, mais comme le soleil bouge, la lumière à travers les arbres bouge en permanence. Donc vous êtes toujours obligé de vous demander si des êtres animés n'habitent pas ce lieu. Le dessin au sol évolue. Exactement. Et est-ce que vous avez l'impression que petit, vous étiez libre d'y aller ou vos parents vous maintenaient quand même dans un clos? On était absolument libre d'y aller et c'était un domaine d'exploration phénoménal. Infini, oui. Et je me souviens, lorsque j'étais très jeune, j'invitais parfois des amis pour des anniversaires ou des après-midi. Et quand nous allions dans la forêt, nous étions tout seuls dans la forêt et nous avions un sentiment d'être incroyablement privilégié, d'être dans des espaces aussi mystérieux dans lesquels on avait le sentiment qu'on était quasiment propriétaire de ces lieux mystérieux. Et vous vous y sentiez chez vous? Alors effectivement, le fait qu'il n'y ait personne faisait que notre maison étant immédiatement limitrophe, on pouvait se dire que ça nous appartenait. C'était évidemment une fable, mais bon. Est-ce que vous diriez que dans l'exercice de votre métier, et même de votre métier de directeur de grandes entreprises, avec beaucoup de personnes qui ont besoin d'un cap que vous leur donnez, est-ce que ce retour aux racines, aux ressources intérieures que cette enfance a semées dans votre esprit était important? Est-ce que vous aviez l'espace, dans l'exercice de ce métier, de revenir à ces endroits ou intérieurement? Alors je ne sais pas répondre à votre question autrement qu'en faisant un lien avec une phrase de Virgile que j'aime beaucoup. Alors je vais être cuistre, mais en latin on dit « Felix qui potuit rerum cognoscere causas » ou causam, je ne sais plus l'accord du COD. Heureux celui qui peut connaître la racine des choses. C'est vrai que l'idée de connaître la vraie raison des choses, de connaître l'origine des choses, est quelque chose qui m'a toujours paru important. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a donné lieu à une maïeutique que j'ai utilisée dans ma vie professionnelle, que j'utilise toujours, qui est de chercher la vraie raison des choses. Mais est-ce qu'on la trouve? Oui, bien sûr, on la trouve. Lorsqu'un jour, à la Caisse des dépôts, un collaborateur de la direction régionale de Lyon me propose de signer un courrier pour expliquer à un élu de Grenoble qu'on ne peut pas lui donner un accord pour des logements sociaux, parce que les logements sociaux qu'il veut financer sont hors de la zone qui est éligible, parce qu'on est en fin d'année et qu'on n'est pas sûr de pouvoir assurer la programmation, et parce que, par ailleurs, on n'est pas sûr que les logements qu'il veut construire correspondent aux normes, etc. Donc il y avait 3 raisons. Là, je me suis dit, non, on se fout du monde. Quand l'élu va recevoir ça, il va avoir la même réaction que moi. Quand il y a 3 raisons, c'est qu'aucune n'est bonne. Donc j'ai dit à mon directeur général, il est fouté de moi, quelle est la vraie raison? Il me dit, ah monsieur le directeur général, je n'osais pas vous le dire, mais on n'a plus d'argent. Je dis, mais dites-le! Faites le test, Guillaume. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un qui vous donne plusieurs raisons, c'est qu'aucune n'est bonne. Il y a toujours une vraie raison. Si vous êtes invité à dîner, et que la personne vous répond « Je ne peux pas parce que ma grand-mère est malade, ma 4L est en panne, ma fille a composition de poney demain matin et ma femme a une gastro », c'est que la personne ne veut pas venir dîner. Et donc, moi, je suis très ami d'aller chercher l'origine des choses. Même si elle est dure à entendre, même si elle est dure à dire? Même si elle est dure à dire, parce que l'accent de la sincérité excuse la dureté de ce que vous expliquez. Et vous diriez que la vérité rend libre? Énormément. Énormément. Il vaut toujours mieux expliquer... lorsqu'on peut. Il existe quand même des cas de diplomatie où il vaut mieux ne pas dire. J'ai expérimenté récemment un cas dans lequel quelqu'un me demandait des échos sur ce qu'on pensait de lui. Et je me suis dit, non, il vaut mieux probablement pas lui dire. Mais sinon, dans la vie courante, oui, il faut mieux dire. Mais alors, ne pas lui dire, ça lui enlève une munition pour comprendre comment se réformer, comment s'améliorer si personne ne lui dit la vérité. C'est une bonne remarque. Et là, je me suis dit qu'il y avait d'autres occurrences dans lesquelles cette vérité pouvait être dite. Oui, qui ne serait pas seulement... Voilà, et qu'il n'y avait que des coups à prendre à la dire. Oui. Donc c'est lié au courage, cette idée de dire la vérité, c'est pas parce que vous êtes sans affect et que vous n'avez pas le souci de l'impact que ça aura, c'est parce que vous pensez que ça peut dégager des voies de relations vraies, justes et équitables. Alors, j'ai eu l'occasion, dans mon petit ouvrage qui s'appelait « Non aux 30 douloureuses », mais j'aurai l'occasion de le redire, au moment, par exemple, de l'époque où j'étais conseiller budgétaire, j'ai dit à Jacques Chirac la situation difficile des finances publiques dans laquelle nous nous trouvions, qui nous interdisait de créer les conditions de faire l'euro. Je l'ai dit à Jacques Chirac, et je dois avouer que je lui ai suggéré la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Pourquoi? Parce qu'aucun moine n'avait la foi pour faire l'euro. Nous allions dans le décor absolu, le budget 98 était infaisable, et personne ne voulait dire la vérité au président de la République, on allait dans le mur. Donc là, vous auriez pu conseiller de la même façon à Emmanuel Macron,
Oui. La même chose pour cette dissolution? La dissolution d'Emmanuel Macron n'avait strictement rien à voir. Mais vous ne l'auriez pas conseillé. Et je ne ferai pas de commentaires sur cette affaire. En revanche, sur la dissolution qu'a fait Jacques Chirac, notre émission ne permet pas de le faire, mais je serai prêt à expliquer pourquoi et comment. Oui. J'avais dit à Jean Arthuis, mi-96, Monsieur le ministre, on va dans le mur. On va se marier avec les Allemands, on n'est pas prêt. On ne leur dit pas la vérité sur notre situation budgétaire. Ce qui a conduit Helmut Kohl à dire à Jacques Chirac au sommet de Majorque début octobre 1997, Jacques, je suis dans les bottes d'Adenauer pour faire l'euro, pas toi, tu n'es pas dans les bottes du général de Gaulle. Ce qui a conduit Jacques Chirac, le 26 octobre 1995, à faire un discours célèbre qu'on appelait le tournant de la rigueur. Et ce jour-là, il nous a dit, et dans une réunion à laquelle je participais, il faut faire l'euro. Maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas faire la politique sur laquelle j'ai été élu, je veux faire l'euro. Et donc, en ayant dit la vérité à mon ministre, qui l'a dit à Weigel, on a libéré l'énergie chez Chirac de dire je veux faire l'euro. Et on a ensuite libéré l'énergie chez moi quand j'ai vu que ça ne se faisait pas, en février 1997, de préparer une note qui est arrivée sur son bureau vers le 29 mars, 1er avril 1997, et qui l'a conduit à dissoudre. Alors, le malheur de cette affaire, c'est que Jacques Pilan, le conseiller qu'il avait à cette époque, lui a recommandé de ne pas expliquer pourquoi il dissolvait. Et là encore, une question... Et là, eh bien, personne n'a compris. Ça n'a pas libéré. Et comme personne n'a compris, le vote a été non conforme à ce qu'il aurait souhaité. Mais, de façon très curieuse, l'équipe qui est arrivée au pouvoir, les moines n'avaient pas la foi. Nicolas Sarkozy n'était pas en faveur de la rigueur de Maastricht, la gauche non plus, etc. On a eu une équipe de gauche qui était très pro-européenne, Jospin, et qui a fait un budget très étonnant parce qu'ils sont revenus sur tout un tas de promesses de dépenses et ils ont fait un paquet de recettes à échéance novembre 1998. Donc en fait, la rigueur budgétaire imposée par Dominique Strauss-Kahn en 1997 ne s'est vue qu'en fin 1998. Donc ils ont profité de la reprise de la croissance économique, etc., etc. Donc cette illustration-là montre que à 2 reprises dans cet exercice de 2 ans de cabinet ministériel, j'ai été amené à dire la vérité, contrairement à une coutume de mon ministère d'origine, Bercy, qui est quand même de bourrer le mou des ministres. Et de les empêcher d'avoir un accès. La vérité, parce qu'on veut enjoliver, parce qu'on a peur veut être réélu, de regarder la vérité en face. Est-ce qu'on va la regarder en face ensemble? Vous venez avec moi au salon? Augustin de Romanet, je vous propose un petit exercice de politique fiction. Nous sommes en 2027, vers le mois de mai, et Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon arrivent à l'Élysée. Comment réagit la haute fonction publique que vous connaissez bien? Je pense que normalement, la haute fonction publique devrait sans délai essayer de prendre la mesure de la difficulté des nouveaux dirigeants, quels qu'ils soient. Pour une raison simple. La relative absence de décision / de mesures de rigueur qui aura été la marque des années 2025 et 2026 conduira à une situation des nouveaux dirigeants, quels qu'ils soient, exceptionnellement difficile, pour 2 raisons. Quels que soient les nouveaux dirigeants, leurs électeurs ne s'attendront pas une demi-seconde au fait que des mesures de rigueur seront nécessaires. Acte 1. Acte 2, les marchés financiers, dont on a vu la puissance, puisque vous avez vu il y a quelques jours, mon analyse personnelle, c'est que Trump a reculé sur le Groenland parce que les Européens commençaient à dire qu'ils n'achèteraient plus la dette américaine. Donc, les marchés financiers donneront des signaux à la France qu'il faut qu'elle se montre sérieuse. Je fais l'hypothèse que les nouveaux élus, quels qu'ils soient, auront à cœur de ne pas pousser la France dans la crise financière, donc devront prendre des mesures difficiles. Et le talent des hauts fonctionnaires de cette période sera d'assister les nouveaux dirigeants, quels qu'ils soient, dans un exercice qui sera probablement double, qui sera d'une part de prendre des vraies mesures de discipline financière qui permettent d'éviter la dérive des déficits, et d'autre part, quels que soient les dirigeants, ils auront à cœur de prendre des mesures qui donnent le sentiment que on poursuit un sentiment de justice, on poursuit un objectif de justice. Eh bien, par exemple, si c'est l'extrême droite, elle dira on prendra des mesures de réduction de dépenses, mais en même temps, on montrera aux petites gens qu'on n'accueille plus les immigrés qui vont dépenser leur argent. Si c'est l'extrême gauche, elle dira on fera des mesures de réduction de dépenses, mais on va taxer les riches. Enfin,
Donc la justice au sens, oui, de ceux qui nous ont élus pour ce programme. Quel que soit le gouvernement au pouvoir, il voudra à la fois... Il voudra donner en regard des mesures de discipline qu'il sera bien obligé de prendre. Donner des gages dans un sens qui permette de rendre acceptable, au moins dans l'analyse ab initio, les mesures difficiles. On parle beaucoup d'un sabordage d'une haute fonction publique qui dirait « je ne mange pas de ce pain-là, je ne veux pas servir ». Je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde que la haute fonction publique puisse se départir de son devoir de servir l'État et donc d'éclairer le gouvernement, quel qu'il soit, d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'extrême centre, pour prendre des mesures qui soient techniquement les moins nuisibles que possible à l'économie et à la société de notre pays. Parce que le sens de l'État est chevillé au corps. Il me semble que nous avons encore, quelles que soient les critiques qui peuvent être faites, un corpus de hauts fonctionnaires qui servent l'État et qui seront prêts, si c'est un pouvoir qui ne correspond pas à leurs convictions, à se mettre en travers en étant loyaux, c'est-à-dire en exprimant leurs positions, leurs réserves, mais ils feront le maximum pour dire la vérité. Et puis, ensuite, le dernier mot revient à l'autorité politique. Vous travaillez depuis des années pour le rayonnement de la place financière française au regard du Brexit, parce qu'on imaginait qu'avec le Brexit, évidemment, la City perdait de... Est-ce que vous avez observé que réellement on avait fait de notre mieux et que notre place financière française avait repris des couleurs, ou en tout cas elle avait profité de cette crise du Brexit? La réponse est oui. Depuis 2014, et d'ailleurs c'est l'initiative de Manuel Valls que ça a commencé, les gouvernements français ont eu à cœur, d'une part, de prendre des mesures techniques pour attirer les talents étrangers, par exemple une mesure technique qu'on appelle la mesure des impatriés, c'est-à-dire qui permet à des personnes qui arrivent par exemple de Londres d'avoir un régime fiscal qui soit favorable et transitoire pendant 8 ans. Et d'autre part, ils ont eu à cœur jusqu'à ces dernières semaines de donner ce qui est le plus important pour les acteurs économiques, la stabilité financière. Jusqu'à ces dernières semaines. Parce et que moi, quand je suis arrivé à Europlace, mon objectif a été de dire, je ne réclame pas des baisses d'impôts tous les matins, je ne suis pas le syndicat des traders pour demander des faveurs, etc. Je veux qu'on honore les promesses et qu'on ait une stabilité fiscale. Et ça a été le cas. Ce que les gouvernements successifs ont fait. Et il y a eu une rupture à partir de la discussion du PLF 2025, qui a été un grand désordre. À l'automne dernier. Et cette rupture s'est accrue avec la discussion du PLF 2026. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a en fait, on est en train de revenir sur des promesses pour ces personnes-là qui ont fait confiance. On est en train de fragiliser énormément la place financière de Paris, même si je reste optimiste. Mais nous avons eu, je suis optimiste, et d'ailleurs le fait que la banque Barclays déplace son siège à Paris, vienne d'annoncer qu'elle venait de Dublin à Paris, est une très bonne nouvelle. Je suis très optimiste, mais faisons attention à ne pas casser une chose qui marche. On a créé 25 000 emplois en Île-de-France depuis 10 ans dans le domaine des services financiers, grâce à cette stabilité. Vous réfléchissez beaucoup, Augustin de Romanet, à la question de la responsabilité. C'est un grand mot, mais c'est une notion extrêmement ciselée et fine. Et je me demande si, à l'heure de la déconstruction un peu de tout, même de notre mémoire, de notre rapport à l'histoire, au temps, est-ce que cette notion, elle n'est pas en perte de vitesse complètement? Et en fait, on change de travail, on change de femme, on change de vie en permanence, et on n'assume plus vraiment parfaitement nos responsabilités. Est-ce que c'est une pensée un peu café du commerce, mais j'ai besoin d'avoir une intuition sur comment se confronte cette notion à la modernité. Ce n'est pas du tout café du commerce, c'est restaurant 3 étoiles. La responsabilité est une notion qui a déserté nos sociétés. Et on le voit en particulier dans le domaine politique. Dans le domaine politique, on voit que les responsables politiques ont de moins en moins la faculté d'exercer leurs responsabilités. On retire aux maires toute possibilité d'autonomie financière. On retire aux ministres et au Premier ministre la liberté d'appliquer l'article 20 de la Constitution. L'article 20 de la Constitution de notre pays, c'est « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Cette application de l'article 20, elle était parfaite sous Charles de Gaulle. Elle a commencé à dériver un peu avec Valéry Giscard d'Estaing. Et aujourd'hui, on a un président de la République qui se mêle de tout. La marge de manœuvre du Premier ministre et des ministres a été très fortement réduite. Or, dans un système dans lequel vous n'êtes plus comptable de ce que vous faites, vous n'avez plus beaucoup de cœur à l'ouvrage pour prendre des risques, puisque de toutes les façons, si ça marche, ce n'est pas de votre faute,
Et si ça ne marche pas, personne ne vous en voudra. Ça rejoint ce que vous disiez sur le besoin de reconnaissance. Voilà. Et donc, je pense que cette assistance généralisée des Français, cette infantilisation des directeurs d'école. Aujourd'hui, un directeur d'école, peut-il recruter ses enseignants? Peut-il sanctionner ses enseignants? Peut-il avoir vis-à-vis de la discipline des élèves les marges de manœuvre dont il aurait besoin? La réponse est non. On est écrasé sous les besoins de donner des rapports, de faire des rapports. Décourage. Et donc, à force de déresponsabiliser les gens, on leur fait perdre toute marge de manœuvre et d'initiative, donc toute marge de reconnaissance ou de sanction. Et comme je crois que le premier besoin des humains, c'est ce que les Grecs appelaient le timos, c'est-à-dire la dignité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand Fukuyama a écrit un article 20 ans après la fin de l'histoire. Il avait écrit la fin de l'histoire pour dire, grâce au libéralisme, la Pax Americana, la Pax Economica va apaiser tout le monde. 20 ans après, il a écrit un bouquin et il a tiré un article dans la revue Commentaire en 2019 où il dit la chose suivante. Il dit « Je me suis trompé. J'avais oublié un certain nombre de choses. » Et le cinquième point qu'il avait oublié, c'est « J'avais oublié que le premier besoin des humains, c'est la reconnaissance. Et que tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance de la dignité des personnes, il y aura des grèves, il y aura des guerres, il y aura des conflits, etc. etc. » Et donc, je pense que c'est vraiment le besoin. Le philosophe allemand Honneth a écrit des bouquins intéressants sur la question de la reconnaissance. Et donc, quand vous regardez dans la vie quotidienne, très souvent, le premier moteur des personnes que vous rencontrez, c'est le besoin de reconnaissance. Bon. Et donc, pour assouvir ce besoin de reconnaissance, il faut pouvoir donner aux gens un minimum de marge de manœuvre pour exprimer leur talent, d'une part, et pouvoir les sanctionner quand ils sont défaillants sur leur action. Donc c'est l'inverse de la toute-puissance et d'un homme qui gouvernerait tout, qui prendrait tout en main et qui serait comptable. Alors, je crois que le vrai pouvoir, c'est de distribuer le pouvoir. Ça, j'y crois beaucoup. Et vous l'avez éprouvé dans vos... Ah, mais je l'ai énormément éprouvé. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais directeur de cabinet de François Daubert, j'avais 34 ans. J'étais tout émoustillé et je faisais tout moi-même. Je faisais les réponses aux questionnaires fiscaux, à la presse, les discours, et je quittais mon bureau à 2h du matin. J'étais épuisé. 7 ans après, je suis revenu directeur de cabinet d'un autre ministre du Budget, Alain Lambert, qui me dit « Écoute Augustin, moi je suis le stratège, je ne m'occupe pas des détails. Donc les réunions techniques, ce n'est pas pour moi, tu t'en occupes, et moi je suis le stratège. » Et là je me suis dit « Mais bon sang de bois, il a raison, mais je vais faire pareil. Je vais dire que je vais recruter les meilleurs, et je vais être le stratège. » C'est ce que j'ai appliqué chez Alain Lambert, et qui m'a été très utile quand je suis arrivé chez Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo était ministre de la Cohésion sociale, avec 5 ministres délégués, et un cabinet global de 75 personnes. Nous avions Jean-Louis Borloo, qui était le chef de pôle, avec Gérard Larcher, Catherine Vautrin, Nelly Olin, Marc-Philippe Daubresse et Laurent Hénard. Et j'ai dit ce jour-là à Jean-Louis Borloo, « Monsieur le ministre, dans les décrets d'attribution, vous n'avez rien en propre. Tout pour les autres. Vous êtes le stratège. » Résultat des courses. Pendant 6 mois, il a fait Léonard de Vinci dans son atelier, il a fait le plan de cohésion sociale en étant dégagé des soucis du quotidien. Et après, il l'a mis en œuvre grâce à ces... Et le plan de cohésion sociale, à mon avis, était très important parce qu'il a montré que la gauche n'avait pas le monopole du cœur et a permis à la droite de conjurer l'essuie-glace des élections. Normalement, en 2016, c'était le tour de la gauche. Et ça a été Nicolas Sarkozy. Vous êtes un vrai libéral, Augustin de Romanet, quand je vous écoute. C'est très chevillé au corps. Et j'ai besoin d'une réponse intime sur une question qui me taraude. C'est comment un homme comme vous, quand il a, comme vous le dites, passé ses journées, ses nuits à travailler, accepte à un moment donné que un autre directeur, un autre président prenne sa place. Et comment est-ce que vous avez aujourd'hui mis en œuvre une ascèse pour ne pas regarder ce que fait le nouveau patron d'ADP, par exemple, ou le nouveau secrétaire général de l'Élysée. Comment vous faites pour ne pas... J'ai jamais réfléchi à cette question, mais en fait, la réponse me vient assez vite. Dès lors que moi, j'ai eu la chance d'être responsable, et je savais très bien qu'au sein d'ADP, si ça marchait, c'était grâce à moi, et si ça ne marchait pas, c'était de ma faute. Et les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, si vous voulez être sur le dos de mon successeur, pour lui donner des conseils, dont en fait je ne suis pas sûr que je subirais moi-même les conséquences, ça me serait insupportable. Donc, mon successeur fera ce qu'il doit faire, c'est quelqu'un d'une très grande qualité, donc j'ai confiance en lui, mais en tout état de cause, recevoir les conseils de quelqu'un qui n'est plus aux manettes, et dont le moteur peut être l'hubris, le souci de persévérer dans l'être, l'éventuelle jalousie que l'autre réussisse trop bien, etc., etc. Vous avez tellement de biais de comportement dans le conseil dont vous n'assumez pas les conséquences que je ne souhaite pas être dans cette situation torve.
Donc c'est une forme de discipline que vous avez et vous n'intervenez pas. Mais C'est un eux, peu comme Monsieur Jourdain. Hein. et eux vous sollicitent ou pas? Parfois. Alors, Parce que vous êtes un peu le sage de certes. Vous êtes un peu à la tête comme un gourou qui ne dit pas son nom de plusieurs hommes chefs d'entreprise qui disent souvent qu'ils s'en réfèrent à vous, comme si vous étiez le sage. alors ça, je ne sais pas si je suis sage. Ce qui est vrai, c'est que dans l'emploi du temps de la semaine, je reçois beaucoup de personnes qui demandent des coups de main. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des jeunes, mais enfin bon. Dans cet exercice-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... La chose qui me paraît très très bien, c'est de donner des conseils quand on vous les demande. Oui. Mais l'idée d'aller faire la mouche du coche pour appeler quelqu'un qui est en place, mon successeur par exemple, écoute, tu vois là, tu ferais mieux de faire ci, faire ça, non. Non. La tendance, en fait, aussi, à être patient, à rentrer dans le temps long, comme les vieux chênes de votre enfance. Augustin de Romanet, est-ce que dans le fond, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'agitation aujourd'hui dans le pouvoir et beaucoup de quêtes un peu courtes et vous voulez passer votre chemin et regarder les choses avec une sorte de distance, non? Alors, c'est compliqué de répondre à votre question parce qu'évidemment, on pourrait partir sur les réseaux sociaux, TikTok, l'instantanéité, etc. Moi, j'ai toujours pensé que dans une vie, on faisait maximum 3 ou 4 choses bien. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais déjà, si on en fait 3 ou 4 bien, c'est vachement Alors, bien. est-ce que vous pouvez m'en donner 2 déjà? Par exemple, les enfants. Réussir l'éducation des enfants. Par exemple, créer une entreprise qui rende prospères les clients et les salariés. Par exemple, dans un moment difficile, prendre une décision structurante pour une entreprise qui lui évite la faillite. Dans un moment critique de l'État, prendre une décision qui... Je vous ai parlé tout à l'heure de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense que cette dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le résultat de 10 années de travail dans la synthèse budgétaire. J'ai malaxé les chiffres budgétaires. J'ai vécu dans le mensonge budgétaire. Et ça vous a été Je pourrais insupportable. vous en parler très longtemps. Ça vous a été insupportable. Budgétaire. Et il y a un moment où je me suis dit, le conte d'Andersen que j'adore, c'est les habits neufs de l'empereur. Pourquoi le roi est nu? Et j'ai souhaité dire que le roi était nu, et jusqu'à la fin de ma vie, lorsque je penserai que le roi est nu, je le dirai. Mais le roi est très très nu là depuis ces années-là. Ça n'a pas changé. Il faut trouver la circonstance dans laquelle votre propos est opportun. Aujourd'hui, dire que le roi est nu de façon générique et qu'a fait du commerce, ça n'est probablement pas efficace. Mais en revanche, pour paraphraser votre image, le jour où, dans un ouvrage ou dans une réflexion et dans un niveau restaurant 3 étoiles, on peut mettre le doigt sur le fait que le roi est nu, je pense que c'est utile. Et c'est ce que vous allez faire, Augustin de Romanet, parce que j'ai compris que vous étiez en train d'écrire un livre sur la responsabilité. Alors, une date, il paraîtrait quand, ce livre? Je ne peux pas encore. C'est pour vous mettre un peu de pression, là. Oui. Non, cette année, quand même. J'espère. Bon, merci Augustin de Romanet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bon vent. Merci beaucoup.